Donc, si tu veux commencer l'enregistrement, et je vais donner la parole à M. Louis qui va vous souhaiter la bienvenue à notre semaine du codage. Bonjour. Direct. Alors, bonjour tout le monde, bienvenue. Bonjour Dominique, bienvenue à la formation. Bonjour tout le monde. Alors oui, le Centre Franco est très heureux de vous accueillir aujourd'hui lors de ces instituts d'hiver à cette formation où est-ce qu'on va parler de codage pour l'intermédiaire. Moi, je vous rappelle qu'on a une série de formations qui s'adressent à tout le monde. Donc, si vous voulez avoir plus de détails, allez sur le site Internet du Centre Franco. Et il y a des nouveautés aussi qui s'en viennent. Je vous donne un petit scoop aujourd'hui. Il y a une conférence qui s'en vient le 10 mars avec un grand pédagogue. Et puis, je n'ai pas le droit de dire le nom encore, mais je vais juste vous titiller un petit peu pour vous dire que plus des détails seront sur le site. Voilà, c'est tout. Si vous avez des questions, moi, je reste parmi vous pendant cette formation. Vous pouvez envoyer vos questions sur la boîte de clavardage et ça me fera plaisir d'y répondre. Dominique, c'est à toi. Bonne formation et merci encore une fois tout le monde. Merci beaucoup. Merci de vous joindre à la formation sur coder juste pour vous au cycle intermédiaire. Dans le clavardage, je viens de vous mettre le lien pour ceux qui viennent juste de se brancher. On veut s'assurer qu'on peut justifier le nombre de participants qui sont venus à nos ateliers. Donc, on vous demande de remplir un court formulaire de présence et vous avez le lien dans le clavardage. Donc, prenez juste quelques secondes pour aller remplir ce formulaire. On vous demande votre nom, votre adresse de courriel et juste confirmer que vous étiez ici. La raison, c'est qu'on veut s'assurer qu'on peut prouver les gens qui étaient ici. Et aussi, si on regarde juste les noms dans la liste des participants, parfois, vous n'utilisez pas votre nom au complet. Donc, ça nous permet, dans nos listes, d'avoir la liste des personnes réelles qui étaient ici. Donc, ça serait apprécié si vous prenez quelques minutes pour remplir ça. Pendant que vous êtes en train de remplir ce formulaire-là, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue. Moi, c'est Dominique Tremblay, un enseignant de l'Ontario et je tripe codage. Et je vais aussi prendre quelques minutes pour venir vous présenter un petit peu ce qu'on va faire aujourd'hui. Évidemment, ça ne sera pas un atelier de PowerPoint. On ne restera pas longtemps dans la PowerPoint. Ce n'est pas le but. Le but, c'est qu'on s'en aille dans l'interface de programmation. Mais j'ai quelques petits détails à vous donner avant qu'on commence. Premièrement, vous savez que ce n'est pas un atelier où vous venez juste une fois. Peut-être vous avez vu quand vous êtes inscrit, il y a plusieurs rencontres. Aujourd'hui, c'est la rencontre pour le cycle intermédiaire. Peut-être certains d'entre vous sont même venus nous voir hier pour le cycle primaire et le cycle moyen. Donc aujourd'hui, on se concentre sur le cycle intermédiaire et c'est pour ça qu'on appelle ça coder juste pour vous, parce qu'on veut s'assurer qu'on vient toucher les besoins de tous les enseignants qui s'intéressent au codage. Jeudi, vous avez ce qu'on appelle une clinique de dépannage. Et ça, c'est optionnel, mais moi, je vais être ici en ligne pendant une demi-heure. L'objectif, c'est qu'après la formation d'aujourd'hui, c'est d'essayer. Parce que si on attend des jours, des semaines, des mois, on oublie. Donc, ce qu'on veut, et quand on a créé cet atelier-là avec Louis, on s'est dit, on veut que les gens le laissent tout de suite. Puis s'ils ont des problèmes, on est là tout de suite pour les aider. Donc, jeudi, c'est optionnel, mais moi, je vais être ici, clinique de dépannage. Vous pouvez venir me parler des petits problèmes que vous avez eus. Il n'y aura pas de contenu officiel pour jeudi, mais je vais être là pour vous appuyer. Ceci dit, notre prochaine rencontre après ça va être mardi prochain. Et là, l'attente, c'est que chacun d'entre vous, vous essayez quelque chose et que, si possible, vous soyez prêt à nous présenter le résultat de vos découvertes. Puis, on ne demande pas une présentation officielle avec PowerPoint et tout le kit. C'est juste de nous partager « Hey, moi, j'ai vu ce que tu as fait, ça m'a donné l'idée de faire ça. » Puis peut-être prendre quelques secondes pour présenter ce que vous avez fait. Évidemment, si personne n'est prêt à présenter, j'ai du contenu pour vous mardi prochain. Et sachez aussi qu'il y avait une petite erreur là, dans l'horaire, ça disait 2 heures. Mardi prochain, on va peut-être passer 45 minutes à 1 heure à faire un partage de ce qu'on a découvert, mais ça ne sera pas un atelier de 2 heures. Je vous rappelle que si vous n'avez pas encore rempli, et si ce n'est pas encore rempli, je vous remets le lien. Je vous demande de remplir le formulaire de présence. J'ai vu une couple d'autres personnes qui se sont présentées depuis, là, donc je vais m'assurer de remettre le lien du formulaire de présence dans le chat. Et je vous présente les buts de notre atelier aujourd'hui.
Donc, à la fin de l'atelier aujourd'hui, ce que vous devriez être capable de faire, c'est de choisir un outil qui est approprié pour faire du codage avec vos élèves au cycle intermédiaire. Parce qu'il y en a énormément des outils et j'ai quelques petites suggestions à vous faire. On va aussi faire des liens avec les différents domaines du programme cadre de mathématiques et le codage. Et ça, c'est important parce que le codage se retrouve dans le domaine de l'algèbre. Mais il faut comprendre que ce n'est pas juste de l'algèbre. L'objectif du programme cadre, c'est que l'élève va voir les autres domaines, son sens de l'espace, le sens de la mesure, le sens des opérations, le sens du nombre, les données, les probabilités, j'en oublie, la littératie financière, et l'élève va explorer ces autres domaines-là en utilisant le codage. Donc, pour ceux qui planifient en spirale, et c'est ce qu'on vous suggère de nos jours de planifier en spirale, de continuellement revenir sur les concepts, bien, le codage vous donne un contexte idéal pour revenir sur les concepts. Vous avez vu les fractions avec vos élèves? Ah bien, pourquoi pas les revoir en codage? Vous avez vu, par exemple, les équations ou les inéquations avec vos élèves? Pourquoi pas les revoir avec le codage? Donc, le codage devient comme un contexte pour ramener votre spirale. Et aussi, ben, on va vouloir mettre à l'essai des petits problèmes simples en utilisant la plateforme MBlock. Donc, je ne passerai pas du temps à faire de la PowerPoint, on va s'en aller dans le logiciel MBlock et on va programmer ensemble. Donc, si vous avez accès à un appareil, vous n'avez même pas besoin de rien installer, on va programmer ensemble. Mais juste avant, allons voir ce que le curriculum, notre programme cadre, nous dit. Premièrement, notre programme cadre, si on regarde l'attente, ça nous dit que l'élève doit être capable de résoudre des problèmes et créer des représentations de situations mathématiques. Donc, vous allez peut-être trouver sur différents sites web de différents organismes à but non lucratif des activités de codage. Et ces activités de codage-là sont excellentes, mais elles ne visent pas spécifiquement la résolution de problèmes et la création de situations mathématiques. Dans le cadre de ce programme cadre, ce qu'on vise, c'est vraiment de voir les concepts de maths par le codage. Donc, c'est correct de faire des petites activités cute en littératie puis en sciences avec le codage, mais pour vraiment bien répondre à l'attente, il faut mettre l'accent sur la numératie. Maintenant, ce qui peut être difficile pour les enseignants de 7 et 8 et les élèves de 7 et 8, c'est qu'on est dans la première année de mise en œuvre du curriculum. Donc, vous avez des élèves en 7e année qui peut-être n'ont jamais fait de codage ou peut-être qu'ils en ont fait beaucoup. Peut-être qu'ils ont participé à des concours de robotique dans le passé ou que leurs enseignantes et enseignants tripaient codage. Donc, ça va varier beaucoup. Et peut-être vous-même, en tant qu'enseignant, vous êtes peut-être expert en codage ou 100% débutant. Donc, ce qui peut être difficile, c'est de mettre en œuvre les attentes et les contenus de 7e année lorsque dans votre tête ou dans la tête de certains de vos élèves, et c'est correct de l'admettre, vous êtes en première année en codage. Donc, c'est ma suggestion, même si vous êtes à l'atelier d'intermédiaire, on a aussi enregistré les ateliers du cycle primaire et les ateliers du cycle moyen. Donc, si tout à l'heure, quand je commence à coder, je vous perds complètement, c'est correct. Prenez le temps d'absorber ce que vous êtes capable dans ce que je présente. Mais ma suggestion, c'est retournez écouter, puis n'ayez pas peur, là. Retournez écouter la vidéo de première à troisième ou la vidéo de quatrième à sixième et vous allez voir qu'on va bâtir là-dessus et peut-être ce qu'on a fait ce soir va commencer à prendre plus de sens. D'ailleurs, j'ai un petit cadeau à vous donner aussi. Donnez-moi un instant, je vous ai préparé une vidéo. Ça se retrouvait dans le site d'inscription, mais je vous mets le lien ici tout de suite ce soir parce que ça peut vous aider aussi à mieux comprendre qu'est-ce que c'est le codage. Ça ne sera pas long. Attends un petit peu, j'ai ça quelque part. Oh, non, je n'ai pas mes liens. Je vais vous le mettre tout à l'heure à la fin. Ça se retrouvait dans le site d'inscription et c'est une vidéo où on vous présente la mise en contexte. Pourquoi est-ce qu'on fait du codage dans le curriculum? Je ne voulais pas qu'on prenne du temps d'atelier pour ça, donc je vous mettrai le lien vers cette vidéo-là, mais vous pouvez la retrouver aussi dans le système d'inscription du Centre Franco. OK, on regarde les contenus. Si on regarde le contenu de 7e année, l'élève doit être capable de résoudre et de créer des représentations de situations mathématiques, ça va de façon computationnelle,
en écrivant, en exécutant des codes efficaces. Ça, l'enfant a commencé à voir ça en 6e année, les codes efficaces. Des événements influencés par un dénombrement prédéfini et un sous-programme. Donc, l'élève doit être capable de travailler avec ce qu'on appelle des sous-programmes. Dans le contenu numéro 1, l'élève rédige du code à partir de 0. Il crée son propre code. Tandis que si je viens dans le contenu numéro 2, le T3.2, là, vous voyez que l'élève doit être capable de lire et modifier des codes donnés. Donc, dans le 3.2, vous allez fournir du code à l'élève et l'élève va devoir le modifier, être capable de l'interpréter et de le modifier. Donc, un élève doit non seulement être capable de créer du nouveau code, mais il doit être capable de partir d'un code partant, d'un code existant et de le modifier et de le lire. Maintenant, qui va faire ce code-là pour vos élèves? Ça peut être vous, comme ça peut être les autres élèves de la classe. Il n'y a rien de mieux que vos élèves font du codage et ils s'échangent leur code et l'autre élève est en mesure de décoder, d'interpréter le code. Et le code, il peut être fonctionnel ou non. Si le code est fonctionnel, tant mieux. L'élève peut l'améliorer, le modifier, le rendre plus efficace. Et si le code est non fonctionnel, bien là, ça s'appelle du débogage. Enlever les bugs, résoudre les problèmes. Et ça, on en fait beaucoup. Donc, c'est important de voir les deux contenus. Parfois, on demande à l'élève de commencer à 0 et parfois, on lui demande de lire et modifier du code. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire, ça, des dénombrements prédéfinis et des sous-programmes? Des dénombrements prédéfinis, ce sont des boucles. Et l'élève, depuis la 4e année, fait des boucles. Les boucles, c'est des répétitions. Mais qu'est-ce qu'on ajoute en 7e année? On ajoute l'aspect qu'on a un dénombrement qui se produit lors de la boucle. Et on va aller voir ça tout à l'heure, comment est-ce qu'on peut créer ce genre de dénombrement prédéfini. Les sous-programmes, rendus en 7e année, les programmes peuvent être très, très longs. Et l'idée d'un sous-programme, c'est de le segmenter en plus petites bouchées pour que le programme ne soit pas trop gros. En 8e année, là, on a enfin un beau lien avec les sciences. En 8e année, le contenu, on a encore deux contenus, hein? L'élève fait son code et l'élève lit et modifie du code déjà existant. Mais là, on s'attend à ce que l'élève fasse de l'analyse de données. Hey, on a un beau lien avec notre domaine des données. La gestion de données, l'analyse de données, regarder les tendances, faire des données de tendance centrale. Hein, tout ça, ça se revient ici dans notre codage en 8e année. Et n'oubliez pas que quand on fait du codage, on peut aller chercher les contenus de cette année, comme on peut aller chercher tous les contenus des années précédentes. Donc, le prof de 8e, vous êtes comme chanceux, parce que vous avez non seulement tous les contenus de 8e, mais vous avez tout ce que l'élève a fait de la 1re à la 7e. L'élève peut utiliser le codage pour le représenter et pour modifier son code. Maintenant, quel langage de programmation est-ce qu'on utilise? Quelle interface? Il y en a beaucoup. Et si vous allez chez les vendeurs de matériel, vous allez trouver que tout le monde veut essayer de vous vendre son interface de programmation. Et avec la popularité du codage et des concours de robotique, il y en a de plus en plus. Ça devient un petit peu mélangeant. Merci beaucoup d'avoir mis le lien, Christine. Tu es super gentille. Le lien est juste là, la vidéo que je vous suggère qui présente la mise en contexte. Je cherchais mon propre lien. Merci, Christine, de l'avoir mis dans le chat. Donc, il y a une variété d'outils qui peuvent être utilisés et je vous présente où est-ce que j'ai préparé une liste qui contient toutes mes suggestions d'outils. Si je viens sur Internet ici, je vais venir sur le site du ministère pour le curriculum de mathématiques. Donc, curriculum mathématiques, et je vais chercher Ontario. Ça devrait le trouver tout de suite. C'est un site que je visite régulièrement. Je viens dans la version numérique. Et là, c'est un petit peu caché. Donc, je vous invite à suivre un peu mes instructions, peut-être prendre en note où est-ce qu'on retrouve la liste d'outils que je vous suggère. Donc, sur le site du ministère, vous allez venir dans la section qui s'appelle Ressources. Et lorsqu'on vient dans la section Ressources, il y a une section qui s'appelle
planification à long terme, juste ici. On va cliquer là-dessus. Et là, on nous suggère plusieurs planifications à long terme. D'ailleurs, si vous cherchez des planifications à long terme en maths qui utilisent la spirale, good, vous les avez ici. Donc, il y en a pour les différents cycles. Ça, c'est les recommandations du ministère. Nous, on va s'en aller ici dans les planifications à long terme développées par les conseils scolaires et les partenaires. On clique là-dessus. Et là, vous allez en trouver deux. Une faite par le CECCE et une faite par le Centre Franco. Celle du Centre Franco vise spécifiquement les niveaux multiples en passant. Celle du CECCE vise les niveaux simples. Mais regardez, il y a un petit bijou ici qui s'appelle Intégration du codage. On clique là-dessus et ça vous amène à ce document-ci. Et si vous descendez dans le document, vous allez voir les outils pour le codage. Oh, est-ce que c'est tout le monde qui ne voit pas l'écran ou c'est juste Christine? Je vais être certain que je ne parlais pas dans le vide. Et je n'ai pas encore partagé l'écran. Non, on voit, c'est Louis, là. On voyait l'écran, là. Je recommence le partage. J'ai l'impression que je le partageais depuis le début. Tu m'entends, Dominique? Oui, je t'entends. Oui, on le voyait. En tout cas, moi, je le voyais de mon côté, là. OK. Ça doit être un petit bug qu'il doit avoir. Laisse-moi aller voir juste le chat parce que ça m'inquiète, là. OK, on voyait les diapos. Excellent. Ta diapo, mais pas le site. Est-ce que vous voyez le site en ce moment? Le site du ministère? Ça dit que Dominique Tremblay a commencé le partage d'écran, mais il n'est pas arrivé encore. Oui, ça prend quelques secondes. Mais j'espère que vous allez voir le site. Donc, je répète, j'espère que vous allez le trouver. Donc, je vous répète, ressources, planification à long terme, on cherche la planification des partenaires et on cherche dans la planification du CECCE celle pour l'intégration du codage. Là, est-ce que c'est apparu, Louis? Non, pas encore, mais je me souviens qu'hier, ça avait pris 2 minutes et demie à peu près, là. Oh, à ce point-là, OK. Oui. Zoom, des fois, est parfois très, très lent à envoyer la vidéo, mais un coup que c'est parti, ça va quand même assez bien, là. OK. Donc, pendant que c'est en train de se loader, je t'invite, Louis, à peut-être m'indiquer lorsque ça sera visible. Dans ce document-là, vous avez les outils pour le codage pour chacun des cycles, cycle primaire, moyen et intermédiaire. Donc, même si vous êtes au cycle intermédiaire, souvent, ça peut valoir la peine d'aller revoir qu'est-ce qu'on utilisait pour les plus jeunes, parce que peut-être que vos élèves ne sont pas encore rendus à l'étape des contenus de 7e et de 8e année. Donc, j'espère que c'est apparu, mais sur le document ici, vous allez voir les différents outils et vous allez remarquer que j'ai mis si les outils étaient gratuits ou s'il y avait un coût. Et j'ai utilisé là, un signe de pièce, 2 signes de pièce ou 3 signes de pièce pour dire peu dispendieux, moyennement dispendieux et très dispendieux. Si ce n'est pas apparu encore, je vous mets le lien ici dans le chat. Ça, vous n'avez pas besoin de chercher, c'est le lien direct vers le document sur le site du ministère. Alors, Dominique, je vais juste te dire que ça vient d'apparaître chez nous. Donc, parfait, merci. Fait que, tu vois ici, c'est la section dans le document, le cycle intermédiaire, et je vous suggère plusieurs outils. En passant aussi, dépendant du conseil scolaire où vous êtes, je vous fournis aussi sur quel outil ça fonctionne. Comme ça, si vous êtes sur des iPads, des Android, des Chromebooks, des Windows, des Mac, je vous indique sur quel logiciel ça se retrouve, sur quelle plateforme ça se retrouve. Donc, ça, ce sont mes recommandations d'outils. Maintenant, je suis revenu ici à la présentation aux diapositives et là, voici quelques-uns des outils que vous pourriez utiliser. La boule sphéro. Cette boule-là ici, un bel outil, ça peut être utilisé, ça permet de faire les angles très bien. Le fameux microbit, très, très bel outil qui peut être utilisé pour faire du codage. Le fameux, et ça, c'est peut-être pour les plus vieux et les plus avancés, le Arduino, un bel outil que j'ai utilisé aujourd'hui dans un atelier avec des élèves de l'intermédiaire et du secondaire. Ça pourrait être, si vous aimez le Lego, la robotique, ça pourrait être le Lego Spike Prime.
Vous allez remarquer que je ne mentionne pas le Lego Mindstorms EV3, étant donné qu'il est en fin de vie. Lego va arrêter de le vendre en juin 2021. C'est son remplaçant. Le MBOT serait aussi une possibilité. Donc, vous avez toutes ces possibilités-là, mais moi, ce que je vous suggère, pour cette année, étant donné que c'est la COVID, plusieurs des conseils ne permettent pas, par exemple, d'utiliser des robots ou du matériel tactile parce que les élèves le touchent et là, on le prête à un autre élève, il faudrait le désinfecter. Donc, c'est pourquoi je vous recommande des outils qui ne demandent pas de matériel physique. C'est aussi moins dispendieux. Et pour le cycle intermédiaire, je vous recommande fortement Scratch et MBlock. Et vous allez voir que plus spécifiquement, je vous recommande MBlock. Donc, le reste de l'atelier va se produire dans le logiciel MBlock. Maintenant, comment est-ce qu'on accède à MBlock? Vous devriez le voir apparaître à l'écran en ce moment. Je vous mets le lien ici dans le chat. Si ça vous tente de programmer, de coder en même temps que moi, je vous invite à aller sur MBlock. Ça va être super. On va faire ça ensemble. Donc, si vous voulez juste me confirmer que vous voyez le beau logiciel MBlock à l'écran et que vous avez reçu le lien, ça serait apprécié. Parfait. Et là, si vous avez déjà programmé en Scratch, plusieurs enseignants vont me dire « Oui, mais mon oncle Dominique, c'est pratiquement la même chose que Scratch. » Et vous avez raison. MBlock, c'est un clone de Scratch. Ils ont copié Scratch, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont copié Scratch et plus. Donc, c'est une interface très utile pour le cycle intermédiaire, surtout si vos amis ont passé en 4, 5, 6, puis le prof a utilisé Scratch. Mais quand il arrive en 7 et 8, d'avoir un outil qui est similaire, mais plus, je pense que ça peut être bénéfique. Donc, quand on programme dans une interface comme Scratch ou MBlock, vous avez des objets ou des appareils. Et ça, c'est un des avantages, je n'ai pas dit des avantages, un des avantages de MBlock. Si jamais un jour vos élèves veulent faire du codage avec des robots, il y en a des robots, il y en a des interfaces, tout ça peut être intégré. Tu pourrais, par exemple, avoir un robot EV3 qui communique avec un robot WeDo, avec un Arduino et un Raspberry Pi et un microbit et un HelloCode. Toutes peuvent se parler par cette interface-là. Mais ce n'est pas ce qu'on va faire ce soir. Ce qu'on va faire ce soir, on va venir dans la section des objets. Et ça devrait ressembler à ce que vous êtes habitué. En passant, si ça s'est chargé en anglais ou en mandarin, vous savez que vous pouvez venir changer la langue ici en cliquant sur la petite terre à français. Et si on veut partir de rien, on peut juste aller sur Fichier et créer un nouveau fichier. Maintenant, ce qu'il faut faire attention, c'est que par défaut, ça se met à Appareil. Moi, je veux venir sur Objet. Et vous voyez que la grosse différence avec Scratch, c'est que j'ai un petit panda pour commencer. Mais le reste de l'interface devrait être très similaire. Un avantage que vous avez, c'est la possibilité d'afficher le plan cartésien. Et ça, en 7e et 8e année, on l'utilise beaucoup. Donc, si vous regardez ici, j'ai les coordonnées et à mesure que je déplace mon petit panda, je vois les coordonnées changer dans les 4 cadrans. Donc, déjà là, on a quelque chose qui fonctionne bien. Maintenant, pourquoi je vous suggère d'utiliser MBlock? C'est parce qu'on a toutes les extensions ici. Et regardez bien, vous vous souvenez qu'en 8e année, on dit que l'élève doit être capable de faire de l'analyse de données. Mais regardez bien, je vais venir sur plus extensions ici et regardez s'il y en a des extensions. Vous avez des services cognitifs. Ça va faire la reconnaissance de voix, la reconnaissance d'objets, reconnaître des patterns. Tu as une machine à enseigner, machine learning. Tu peux enseigner à un ordinateur. Donc, quand on parle de traitement de données, on pourrait présenter des données à la caméra et que l'ordinateur vienne qu'à apprendre à reconnaître ces objets-là. Vous avez la possibilité de faire des diagrammes, des graphiques de données. Donc, déjà là, on a plus que ce qu'on pouvait faire avec Scratch. Vous avez la possibilité d'utiliser des données climatologiques, donc des données sur le climat. Ça permet de venir chercher des données en temps réel. Et vous pouvez faire une intégration avec Google Sheet.
Donc, même si vous êtes un conseil Microsoft, les élèves pourraient juste créer une Google Sheet dans un compte Gmail personnel et faire un lien entre des données dans Google Sheet et leur code. Ça, c'est ce que ça vient nous ajouter d'utiliser une interface comme mBlock. Et d'ailleurs, plusieurs des conseils scolaires que j'accompagne, suite à ma recommandation, ont commencé à utiliser mBlock et ça leur permet de faire des choses qu'on retrouve plus en 7e et 8e année. Je vous donne un exemple. On va commencer parce qu'on n'a pas fait encore de code. Quand on fait du code, on commence toujours avec un drapeau vert. Puis si vous avez fait mes formations hier, que ce soit avec les tout petits ou le cycle moyen, on est habitué, on commence avec notre drapeau vert. Et là, ici, je vais venir, par exemple, me chercher des données climatologiques. Donc, si je viens ici, vous allez voir que je peux aller me chercher mon extension et je vais venir chercher données climatologiques ici. Je l'ajoute. Et là, vous voyez que ça vous donne accès à des données et on peut aller chercher des températures pour des villes. Et ça, ce sont des températures en temps réel. Donc, par exemple, et là, je suis curieux, qui on a dans la salle? Oh oui, il y en a qui ont mentionné, c'est comme code.org. Code.org, c'est un très bon site. Je l'ai mis dans la liste sur le site du ministère. C'est du étape par étape. C'est des tutoriels. L'élève suit les étapes. Tandis qu'ici, dans mBlock, c'est très similaire. C'est d'utiliser de la programmation en bloc, mais ça permet à l'élève d'aller plus loin. Donc, je suis curieux. D'où viennent les gens dans la salle? Si vous pouvez m'inscrire dans le chat d'où vous venez, et on va peut-être avoir un petit peu de plaisir avec les vraies données climatologiques ici. Donc, OK, hey, c'est déjà parti. Vous êtes très rapide. Merci. Donc, si on veut afficher, disons que je vais venir chercher mon apparence ici. Donc, dans apparence, je vais venir chercher dire. Et là, je vais venir dans mes données climatologiques. Vous voyez, ça a ajouté une extension ici. Et je vais venir dire la température. Et là, je vais entrer une ville. Et j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui venait de Collingwood. Not found. Je l'ai peut-être mal écrit. Hawkesbury. Ah, vous êtes là. Hawkesbury, vous êtes ici. Donc, je viens vous ajouter. OK. Donc, j'ai demandé quelle est la température la plus élevée à Hawkesbury aujourd'hui. Je vais démarrer mon petit programme et présentement, il fait 5 degrés Celsius comme température la plus élevée aujourd'hui à Hawkesbury. On a quelqu'un à Gatineau. Donc, je vais ici, plutôt que recréer tout ce code-là, je vais dupliquer mon code. Et là, ici, je vais venir chercher Gatineau. Donc, la nouvelle ville, Gatineau, Québec, Canada. Ça va aller chercher des villes partout dans le monde. Et là, si je redémarre le programme, oh, excusez, il s'est corrigé. La première fois que vous essayez le code, souvent, il y a besoin comme de se recycler. Il fonctionne toujours, puis ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué que les données climatologiques fonctionnent toujours mieux la deuxième fois. Oui, il fait moins 6 comme température maximale à Hawkesbury, moins 5 comme température maximale à Gatineau. Moins 6 et moins 5. Maintenant, si on vient chercher, par exemple, une autre ville, donc, je vais aller plus vite. Code efficace, je duplique ici. Donc, disons que je viens chercher une ville comme, disons que je vais aller chercher une ville comme Vancouver, Canada. Vancouver, BC, Canada. Et là, je l'essaie. On a moins 6, on a moins 5 et on a plus 2. Présentement, je n'ai pas encore fait d'analyse de données, j'ai juste affiché des données. Par contre, on peut faire ce qu'on appelle en programmation de l'analyse de données, comme par exemple des données de tendance centrale. Donc, si par exemple, on voulait faire la moyenne des températures dans toutes ces villes-là, ce que je pourrais faire, est-ce que quelqu'un peut me dire dans le chat quelle opération mathématique on utiliserait pour calculer la moyenne de tout ça ici? Quel serait l'algorithme qu'on ferait pour calculer la moyenne de ces 3 villes-là? Comment est-ce qu'on s'y prendrait? On ferait une addition de nos 3 données, on ferait la somme, et ensuite, on diviserait. Donc, ici, ce que je pourrais faire, je pourrais tout simplement venir chercher dans mes opérateurs la somme,
Et là, vous allez me dire, oui, mais Dominique, ça nous permet seulement de faire la somme de deux valeurs. Ce n'est pas un problème, vous pouvez imbriquer. Vous pouvez imbriquer une opération à l'intérieur d'une opération. Et dans ce cas-ci, j'additionne trois valeurs, donc je me suis fait trois espaces. Étant donné que l'addition, elle est commutative, ça ne dérange pas vraiment dans quel ordre on va le faire. Par contre, la division, ici, le symbole de la division en programmation, c'est une barre oblique. Vous voyez que je vais venir mettre cette somme-là ici, à la place de ça, et là, ici, maintenant, je vais avoir ma division. Côté d'ordre des opérations, c'est essentiel de faire ça. Je dois faire ma somme, qui est imbriquée, et ensuite diviser. Fait que vous voyez que tout ça est bien imbriqué l'un dans l'autre. Et là, ben, je prends mes trois données ici. Je vais dupliquer ces blocs-là ici. Et vous voyez que je peux les imbriquer les uns dans les autres ici, comme ça. Et je les additionne. Maintenant, je vais commencer à manquer d'espace. Je vais être obligé de faire un glisser-déplacer ici, là, parce que vous voyez que je commence à manquer d'espace. Parce que ces blocs-là, ils sont quand même très, très longs. Hein? Et voilà. Je vais vous montrer une technique de programmeur qu'on pourrait utiliser pour nous rendre la vie plus facile. Donc ici, je suis venu chercher mes trois villes, mais là, je ne veux pas Gatineau trois fois. J'ai Hawkesbury, j'ai Gatineau. Je me suis trompé ici, je devais venir chercher Vancouver. Je vais le corriger. OK, là voilà. Vancouver, Canada. OK, et là, vous avez mentionné qu'on va diviser par le nombre de données, donc je vais diviser par 3 ici. Et ça ici, ça devrait me donner la température moyenne. Donc, pour le faire afficher à l'écran, je vais venir chercher un bloc dire, et là, je vais venir placer ça ici, comme ça. Donc là, vous voyez qu'il va dire, et si je zoome out, on va peut-être mieux, bien, ça va être petit, mais on va voir plus l'idée d'ensemble. On va dire et on va additionner nos trois valeurs, on va diviser par 3 et on va afficher ça. Si je run le programme maintenant, je vais faire play, vous voyez que mon petit panda dit -6, -5, 3, et là, il va me donner la moyenne, il me dit que c'est 2,6666667. Évidemment, il va peut-être avoir besoin d'arrondir. Maintenant, c'est toujours bien de créer une interface utilisateur. Donc là, on a quelque chose qui est fonctionnel, mais on veut créer une interface pour rendre ça plus beau. C'est pour ça qu'on va, par exemple, ici, venir chercher dans les opérateurs, il y a quelque chose qui s'appelle joindre. Et ça permet de joindre deux éléments de texte. Donc, par exemple, ici, on pourrait dire la température à Hawkesbury est de... Donc, j'ai inscrit ça ici. Et là, je pense que j'ai fait une petite erreur dans le mot température. Là. Température. Je pense que j'ai mis un R de trop. OK. Et là, ici, je vais dire la température est de, et la réponse, la valeur, je vais venir la placer ici. Ça, qu'est-ce que ça fait un joindre? Ça prend du texte et ça les met ensemble. Donc là, maintenant, si je regarde ça, je les mets ensemble et j'exécute mon programme. Vous voyez que mon Panda, il va dire la température de Hawkesbury est -6. Puis là, je trouve que c'est peut-être un peu trop vite. Donc, on va peut-être le mettre à 4 secondes au lieu de 2 secondes. Hein? Un peu plus lent. Et là, je réessaie. La température à Hawkesbury est de -6. Et là, je pourrais faire la même chose pour les trois. Maintenant, il me manque l'unité de mesure. Et vous savez qu'en mesure, on insiste à ce que les élèves mettent une unité de mesure. Donc, là, ce que je vais faire, c'est que j'ai joint la température et la valeur, mais il faudrait que j'ajoute encore plus de texte. C'est possible de joindre un joindre. Donc, vous voyez que je peux venir mettre un joindre à l'intérieur de mon joindre. Et là, je vais venir mettre ma température dans le milieu ici. Et là, je vais venir ajouter ici mon symbole de degrés Celsius. Donc, vous pouvez créer des phrases complètes comme ça, et ça, ce n'est pas essentiel, mais ça permet de rendre le code beaucoup plus utile pour un utilisateur qui va utiliser le code par après. Donc là, si je réessaie de nouveau, vous allez voir que, je vais le mettre en plein écran pour que vous voyez mieux. Plein écran. La température à Hawkesbury est de -6 degrés Celsius. Puis là, je pourrais peut-être même améliorer un petit peu la vue ici. Vous avez vu que
quand il est dit il est de, je n'ai pas besoin du 2 points, mais j'ai besoin d'un espace après de et 6. Et ici, je vais ajouter, avant de dire le mot degré, je vais ajouter un espace de plus. Donc là, maintenant, si je réessaie, la température est de moins 6 degrés Celsius. Très, très beau, très élégant. Et là, à la fin, je pourrais ajouter la moyenne est de moins 2. Puis ici, en passant, je sais que dans un atelier d'une heure, là, on résume beaucoup les choses, mais sachez que j'ai aussi un bloc qui s'appelle arrondir. Donc, un bloc arrondir va vous permettre d'arrondir la valeur obtenue. Maintenant, vous n'avez pas beaucoup le choix sur la façon d'arrondir. Ça va arrondir au nombre naturel ou à l'entier le plus près. Vous pourriez quand même créer votre propre procédure d'arrondir. Ça demande un petit peu plus. C'est un peu au-delà du contenu de l'atelier qu'on a en ce moment. Donc là, je suis curieux. Est-ce qu'il y a des questions à date? Ou est-ce que ce que j'ai programmé, c'est clair? Avant qu'on se rende à quelque chose peut-être qui est un petit peu plus épicé. Dominique, c'est Louis qui parle. Moi, j'aurais une question. Si je voulais que la phrase demeure à côté de Petit Panda, est-ce que c'est facile? Oui, mais je pourrais mettre le nombre de secondes plus long. Ou au lieu de mettre un nombre de secondes, je ferais juste mettre dire. Dire, ça va le mettre, mais ça ne l'arrêtera pas. Donc, il va rester là. Oui, c'est ça. Tandis que là, j'avais mis dire pendant un certain nombre de secondes. Merci. Autre chose aussi, si vous voulez paraître plus hot avec vos élèves, vous pourriez venir chercher quelque chose comme le text-to-speech. Le text-to-speech nous permet de créer de la parole. Donc, par exemple, ici, si je dis, je vais définir la langue comme étant le français et je vais venir chercher parler. OK? Donc là, au lieu que ce soit mon panda qui dise, je vais utiliser parler. Donc, je vais venir mettre ces blocs de programmation-là ici. OK? Et là, ici, au lieu que ce soit le panda, tout ça ici, je vais venir le mettre dans parler. OK? Je vais enlever celui-là ici. Donc là, vous voyez que notre première température, elle va être dite à l'oral. Donc, si je commence, play, ici. La température à Hawkesbury est de moins 6 degrés Celsius. Donc là, vous voyez que le premier a été parlé au lieu d'être écrit. Donc ça peut vraiment être intéressant. J'ai des élèves qui utilisent MBlock pour créer quasiment des haut-parleurs intelligents. Parce que sachez que vous pouvez faire le contraire. Là, je viens faire de la synthèse vocale. Hein, vous voyez, synthèse vocale, c'est le text-to-speech, mais je peux faire le contraire aussi, le speech recognition, la reconnaissance. Donc, je pourrais créer des algorithmes qui reconnaissent la parole et qui me répondent. Et ça, c'est évidemment en dehors de ce qu'on fait dans l'atelier aujourd'hui, mais c'est juste pour vous dire que c'est possible. Je vous montre une autre possibilité avant qu'on se rende à notre prochaine tâche de mathématiques. Vous avez ici une chose qui s'appelle Translate, qui permet de faire de la traduction. Donc, ici, je peux venir choisir ici la traduction. Donc, quand je vais parler, toute cette chose-là, je vais venir le mettre ici et je vais choisir la langue. Vous voyez que là, c'est choisi en russe. Donc, je vais définir ma langue de parole comme étant le russe. Et là, je ne sais pas si on a des gens qui parlent le russe en ce moment dans la salle, mais là, ici, si je démarre mon programme, on vient d'annoncer la température à Hawkesbury en russe en utilisant la traduction et la synthèse vocale. Fait que vraiment, là, ce logiciel-là nous permet d'aller beaucoup plus loin que ce qu'on pourrait faire dans Scratch. Maintenant, je vous ai dit qu'on allait traiter des concepts de mathématiques. On vient de faire une petite moyenne très, très simple, mais on peut aller encore plus loin. Et là, c'est peut-être là où on va faire quelque chose là, qui va... Vous allez peut-être dire, « Wow, c'est beaucoup ça », mais je pense que vous allez voir que ça peut être intéressant. Donc, je vais me créer un nouveau fichier. Moi, je vais enregistrer. Et là, je me crée un nouveau fichier. N'oubliez pas que quand vous utilisez MBlock, on se ramasse par défaut sur les appareils. On choisit Objet pour travailler dans notre Panda. Parce qu'appareil, c'est pour mettre des robots ou des interfaces. OK.
Là, on peut avoir du plaisir. On commence toujours avec un bloc événement. Toujours avec le drapeau vert. Hein, c'est rendu un automatisme, ça. Nos élèves sont rendus habitués. Dans les événements, on vient chercher le drapeau vert. Et là, on va aller faire une cueillette de données. Parce que faire des collectes de données, ça fait partie de notre programme dans le domaine des données. Maintenant, pour créer ma collecte de données ici, ce que je vais faire, c'est qu'on va utiliser quelque chose qui s'appelle, dans la détection, ça s'appelle demander une question. Et là, si j'essayais ça, là, tout ce que ça ferait, ça me demanderait comment t'appelles-tu, Dominique. OK? That's it. La réponse à la question se retrouve dans ce qu'on appelle une variable ici, la variable réponse. OK? Maintenant, là, ce que je veux demander, moi, je veux demander quelle est ta taille? Quelle est ta taille en centimètres? On va demander en centimètres parce qu'on a peut-être des gens qui auraient tendance à l'écrire en pouces ici ou en pieds et pouces. Donc, quelle est ta taille en centimètres? Et là, on veut entreposer les données. Imaginez qu'on a un iPad ou un ordinateur à l'entrée de l'école et les élèves entrent leur taille en entrant dans l'école. Ça nous permet de faire une collecte de données très rapide. Donc, on va entreposer les données dans ce qu'on appelle un tableau. Et les tableaux se retrouvent dans la zone variable. Et ceux qui enseignent les maths en CT8, je pense que vous allez dire « Ah, c'est comme ma table de valeurs en mathématiques. » C'est exactement ça. Donc, ça s'appelle la liste ici. Donc, j'ai fait créer une liste. Donc, je suis allé dans variable, créer une liste, et ça va me créer un genre de tableau. Et là, je vais l'appeler, ça va être mon tableau des tailles. Je l'ai mis au pluriel parce qu'il va contenir plus qu'une information. Et vous voyez qu'ici, mon tableau se retrouve ici. Donc là, maintenant, on pourrait ajouter des données. Disons 123 cm, 145 cm. Donc, je peux mettre des données dans mon tableau. Maintenant, là, ce n'est pas à la main comme ça que je veux les entrer, c'est avec une belle petite question que les gens vont répondre. On fait une belle interface utilisateur. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que lorsque quelqu'un me donne sa taille en centimètres, je vais l'ajouter, je vais ajouter la réponse au tableau taille. Donc, à chaque fois, ça va poser la question quelle est ta taille et la réponse va être ajoutée au tableau. Maintenant, je veux répéter ça plus qu'une fois parce que je fais une collecte de données. J'ai peut-être 25, 30, 50, 200 personnes qui vont répondre à mon questionnaire. Donc, pour ça, concept de troisième année, répéter la boucle. Donc, je viens dans mes contrôles et je vais venir chercher un répété. Et tout ce que je mets à l'intérieur d'un répété va être répété plus qu'une fois. Donc, on essaie ça. J'essaie le programme. Quelle est ta taille en centimètres? 58 cm. Enter. Quelle est ta taille en centimètres? 145 cm. Enter. Quelle est ta taille en centimètres? 300. Enter. Vous voyez un peu le principe, c'est qu'ici, il va recueillir des données sans arrêt, 10 fois. Mais là, un des problèmes, c'est que si je recommence mon programme, je le repars, les anciennes données sont encore là. Souvent, quand on commence un programme, on veut comme nettoyer nos variables. On appelle ça réinitialiser les variables et les tableaux. Pour faire ça, si je viens dans variable ici, vous allez voir qu'il y a quelque chose qui s'appelle supprimer tout. Et ça va vider au complet. Donc, je supprime tout de taille et je recommence les questions. Donc là, si on l'essaie, OK, et vous voyez le tableau, il est vide à gauche et là, ça me demande, OK, une taille, 80, etc., 122, etc. Donc, je peux entrer les valeurs dans mon tableau. Maintenant, il y en a qui vont me dire, oui, mais Dominique, moi, ce que je voudrais, c'est, je ne sais pas d'avance si ça va être 10. Je voudrais chaque matin le partir puis demander le nombre que je veux. Donc, on peut ajouter une question qui va être « Combien de données veux-tu entrer? » Et la réponse, ça va être la répétition. Maintenant, on va même le faire un petit peu différemment. Parce que la réponse ici, tu vois, je repose une autre question puis j'ai une autre variable réponse. À un moment donné, tes variables réponses, tu as plusieurs réponses. Donc, ma suggestion,
Et ça, c'est ce qu'on fait beaucoup en 7 et 8, apprendre à nommer les variables. Donc, je vais me créer une variable qui va s'appeler le nombre de données ou le nombre de personnes. Et là, ce que je vais faire, c'est que quand on va demander combien de données tu veux entrer, la réponse, donc la réponse que je viens chercher ici, va être assignée à la variable nombre de données. Donc, quand je vais répéter ici, je vais répéter mon nombre de données. Le nombre de fois va être équivalent au nombre de données. Donc, si vous n'avez pas accès à toutes les options, excellente question, Isabelle. La raison, c'est probablement parce que vous êtes dans Appareil. Et tu vois, dans Appareil, je n'ai pas nécessairement toutes les options. Tandis que si je suis sur mon Panda, j'ai toutes les options. Maintenant, les options supplémentaires comme données climatologiques, synthèse vocale et traduire, c'est parce que j'ai ajouté une extension. Un autre problème aussi, c'est peut-être que vous êtes sur arrière-plan. Et ça, vous n'auriez pas toutes les options non plus. Il faut vraiment, là, et ça, c'est peut-être la chose la plus tannante, rappeler aux élèves, hey, mon ami, il faut toujours que tu sois sur objet, à moins que tu fasses de la robotique. Mais pour ce qu'on fait, toujours sur objet. Donc, là, vous voyez que ça me dit, hey, man, combien de données est-ce que tu veux rentrer? Je définis ma variable correspondant à la réponse. Et là, je vais poser des questions. Donc, si j'essaie mon programme, il va me dire, hey man, combien de données tu veux entrer? Cette fois-ci, je vais en rentrer 3. Il vide le tableau. Quelle est la taille en centimètres? Ma première taille va être de 120 centimètres. Good. Deuxième taille, 142 centimètres. Troisième taille, 150 centimètres. Oh! Ici, j'ai fait une erreur. Je reprends. Combien de données? Je veux entrer 3 données. OK. Quelle est la taille 122? La taille 140? La troisième taille 150? Et là, vous voyez, le programme est fini. Donc, ici, il m'a posé la question juste 3 fois parce que j'avais mis ici ça, le nombre de données dans ma cueillette de données. OK, maintenant, oui, tu peux supprimer juste une partie. Ça serait supprimer ça ici. Et ça supprimerait la première rangée. Ça supprimerait la deuxième rangée, etc. Donc, oui, tu pourrais aller supprimer certaines rangées de ta table de données avec le code. Évidemment, ici, mon but, c'est de nettoyer la table. Donc, c'est pourquoi j'utilise supprimer tout, mais tu pourrais venir supprimer seulement quelques rangées. Maintenant, je présume que tu vas me demander, c'est-à-dire, oui, mais mon oncle Dominique, si je veux supprimer juste, disons, les rangées 1 à 3, mais pas les rangées 4 à 12, est-ce que je vais être obligé de faire ça? Ça serait long, là. 1, 2, 3. Puis disons que ça serait une façon de supprimer les rangées 1, 2, 3. Mais ce n'est pas efficace. C'est là que vous allez utiliser une boucle pour faire ce que tu veux. Donc, on utiliserait ici une boucle. On va répéter 3 fois. Et là, c'est là qu'on se créerait une structure de dénombrement. Première rangée, deuxième rangée, troisième rangée. Et ça, c'est un petit peu au-delà de ce qu'on va faire aujourd'hui. Mais oui, c'est quelque chose qu'on pourrait tout à fait faire. Bonne question. En passant, j'adore quand vous m'envoyez des questions. Hein? Donc, n'hésitez pas à m'arrêter. Là, pour le moment, on a juste recueilli 3 données et sont dans un tableau. Imaginez qu'on veut faire la moyenne de ça. Donc, ça, c'est la partie cueillette de données, mais là, je ne suis pas encore rendu à la moyenne. Je veux faire la moyenne. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut que j'aille chercher toutes ces données-là. On va utiliser une répétition. Et là, on va se créer une nouvelle variable qu'on va appeler la somme. La somme de toutes les données. Et à chaque répétition, parce que ça, on va répéter ça, le nombre de données, parce que je ne sais pas combien de fois, je ne sais pas combien de données j'ai dans mon tableau, mais je vais le répéter ici, le nombre de données. Et ce que je vais faire, c'est que ici, je vais venir chercher mes données dans le tableau. Donc ici, si je viens, ça ici, ça c'est l'objet 1 de taille, l'objet 2 de taille, l'objet 3 de taille, etc. Donc, je veux les additionner.
je vais venir chercher mon addition. Et qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais venir chercher ma variable qui contient ma somme. Et je vais dire ma somme est égale à la somme plus la nouvelle donnée. Donc, vous voyez qu'ici, je vais avoir définir ma somme. Puis ça, c'est peut-être la partie la plus complexe de ce qu'on va faire aujourd'hui. Donnez-moi le temps, on va l'expliquer si jamais je vous perds ici. Mais là, je définis ma somme comme étant la somme plus l'objet. Et quand je vous dis qu'on remet à zéro au début, là, ma suggestion, c'est qu'au début, on va définir ma somme comme étant à zéro. Juste pour être certain qu'il ne reste pas rien dans la mémoire de l'ordinateur. Donc, je définis ma somme comme étant zéro, je pose toutes mes questions et là, je vais répéter ça 3 fois. Ici, il faut s'ajouter ce qu'on appelle un compteur. Parce que la première fois, on veut la première rangée, la deuxième fois, on veut la deuxième rangée, la troisième fois, la troisième rangée, la quatrième fois, la quatrième rangée, etc. Je veux passer à travers toutes mes rangées ici. Donc, ça nous prend une troisième variable qu'on va appeler le compteur. On achète, je sais que ça devient un peu plus complexe, mais on n'oublie pas qu'on est quand même en 7-8. Donc, si jamais vous avez besoin, puis ça va un peu au-delà de vos connaissances, n'hésitez pas à aller écouter les ateliers pour les enfants plus jeunes. On commence tous par ça. Donc, je définis au départ mon compteur comme étant 0, juste pour m'assurer que ma variable est à 0. En fait, je vais probablement la commencer à 1 parce que je veux faire la première rangée. Et là, ici, on va passer à travers la boucle. Donc, je vais définir ma somme comme étant la somme plus l'objet 1 du tableau taille, l'objet 2 du tableau taille, l'objet 3 du tableau taille. Et à chaque rotation, on va ajouter mon compteur. On va ajouter 1 de plus à mon compteur jusqu'à temps qu'on soit rendu à 3. Donc, si on essaie ça, on va tester le programme, puis après ça, je vais m'assurer que vous avez bien compris. Donc, je teste le programme ici. Combien de données est-ce que tu veux rentrer? Je vais entrer 4 données. Ma première donnée, ça va être 120 cm. Ma deuxième donnée, ça va être 100 cm. Ma troisième donnée, ça va être 140 cm. Et ma quatrième donnée, ça va être 130 cm. Et là, vous voyez qu'il a calculé la somme. Hein? Et la somme 450, si vous regardez mes données ici, 490, pardon, je pense que c'est très logique. Je vais le zoomer ici, là. Regardez, 120 plus 100 plus 140 plus 130, ça me donne 490. J'ai 4 données. Mon compteur est rendu à 5. La raison, c'est que si vous regardez ici, pourquoi mon compteur est rendu à 5, mais enfin, je vous le demande. Ceux dans le chat, là, regardez bien mon code. Est-ce que vous comprenez pourquoi le compteur est rendu à 5 maintenant? Bien, c'est ça, il a commencé à 0. Il a commencé à 1. Le compteur a commencé à 1. Il a fait la rangée 1, il a fait plus 1. Il a fait la rangée 2, il a fait plus 1. Il a fait la rangée 3, il a fait plus 1. Donc, le compteur est rendu à 4 à la fin. Une des options, si on ne veut pas ça, c'est qu'on pourrait mettre le changer juste avant et commencer à 0. Donc, on commence à 0 et lorsqu'il commence à compter, il fait plus 1, il calcule sa somme. Il fait plus 1, il calcule sa somme. Il fait plus 1, il calcule sa somme. Donc là, on va arriver au bon nombre du compteur. C'est peut-être plus logique. Ceci dit, là, il me reste à faire la moyenne. Et la moyenne, ici, c'est très, très simple. Hein? J'ai rendu là, la moyenne, là, elle est rendue simple. J'ai fait tout ce travail-là, mais je peux tout simplement venir chercher ici ma variable qui est ma somme. Oh, c'est pas une addition. Et ma vieillesse, j'allais mettre une addition. C'est ma somme divisée par mon nombre de données. Et là, vous voyez, on voit très, très bien ici la définition de notre moyenne. C'est la somme de toutes les valeurs divisée par le nombre de valeurs. Et là, je pourrais le faire dire à mon panda, je pourrais le faire afficher. Et ça, évidemment, ça ne va pas dans la boucle parce qu'on fait ça juste à la fin. Je teste mon programme maintenant. Je pense que j'ai quelque chose de fonctionnel. Combien d'entrées est-ce que tu veux donner? Je vais entrer 5 données. Merci.
Quelle est la taille en centimètres? Disons que ma taille en centimètres est de 100. Ma deuxième taille en centimètres, de 124. Ma troisième taille, 130. Ma quatrième taille, 90. Et ma cinquième taille, disons, 140. Vous voyez que ça me donne une somme de 584 qui est logique. Et là, il m'a montré la moyenne, mais bouf, c'est allé beaucoup trop vite. Donc, ce que je pourrais faire pour changer mon code, je pourrais ici dire, je vais l'afficher pendant au moins 10 secondes pour qu'on ait le temps de lire la moyenne. Parce que là, je n'ai pas eu le temps. Je réessaie parce que je veux m'assurer que ça fonctionne bien. Hein, on vérifie toujours si notre code est logique. Donc, 100. Non, pas 100 données. 4 données. 4 données, ça va être suffisant. Donc, ma première donnée, 100. Ma deuxième donnée, 90. Ma troisième donnée, disons, 140 ou 130. Et ma quatrième donnée, disons, 140. Et là, il me dit que la moyenne est de 115. Je pense que c'est pas mal logique. On a 460 comme somme, 4 données. Je pense que 115 est une moyenne logique. Et là, on vient de faire ici une idée de moyenne. Maintenant, pourquoi ici on est en 7e année? Si je vous remonte la PowerPoint, en 7e année, on parlait d'un dénombrement ici. Hein? On a une boucle dans laquelle on a un dénombrement. Lorsqu'on a l'idée d'avoir un compteur comme ça dans notre boucle, on appelle ça un dénombrement. Et ici, on nous demande ici la boucle ou la récursion. On appelle ça une boucle et dans le langage de Scratch, ça s'appelle une répétition. Donc, une boucle nous permet de répéter. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on utilise MBlock aussi? En plus d'avoir accès aux extensions, bien, on s'attend à ce que les élèves plus vieux puissent commencer à utiliser le Python. Et vous voyez qu'ici, en cliquant sur le petit icône, je ne sais pas si vous avez vu là, le petit icône orange ici, ça me donne le code en Python. Donc, les élèves qui ne sont pas encore prêts à programmer directement en Python peuvent venir espionner le code et essayer de comprendre le code en Python pour qu'un jour, ils puissent programmer directement en Python. Et dans MBlock, on peut programmer directement en Python. Je sais que c'était beaucoup de contenu. Je vous invite à commencer à jouer, explorer MBlock, peut-être réécouter l'atelier. Si vous êtes bloqué, hein, ça ne marche pas, jeudi, venez me voir. Et mardi prochain, bien, on va s'entraider, on va se partager ce qu'on a fait. Je pense que ça va être bon aussi. Si vous venez, vous allez voir ce que des profs du cycle primaire, des profs du cycle moyen ont fait, parce que c'est précurseur à ce qu'on a fait ici. Je pense que quelqu'un qui n'a jamais fait de codage, puis qui suit l'atelier du cycle intermédiaire, ça peut paraître intimidant et c'est normal, mais prenez le temps d'aller revoir ce qu'on fait en première, deuxième, troisième, jusqu'à la 6e année. Donc, Louis, la parole est à toi. Dans le clavardage, je vais vous mettre le lien vers le formulaire de rétroaction et je te laisse finir avec le mot de la fin, M. Louis. Merci beaucoup, Dominique. Encore une fois, moi, j'ai le bonheur d'avoir suivi les 3 ateliers. Puis, encore une fois, j'ai appris plein de choses. Et je trouve que c'est vraiment, comme tu as dit, hein, c'est une progression. Donc, si on a trouvé ça trop compliqué, hein, vous allez pouvoir, chers membres, chers participants, aller voir les enregistrements. Bientôt, on va les mettre justement à la même place où est-ce que vous vous êtes inscrits. Sur le site Internet du Centre Franco, on va mettre les enregistrements. C'est un bon départ. Merci, Dominique. Puis oui, j'ai déjà des questions pour jeudi. Et puis, je suis convaincu qu'il y a des gens qui vont vouloir présenter où est-ce qu'ils sont rendus mardi prochain. Là. Fait que merci à toi. Merci tout le monde d'avoir participé aujourd'hui. Je prends le temps de répondre à une petite question aussi d'une enseignante qui vient de me demander, si j'aime ça répondre aux questions, est-ce que c'est possible de partager avec nos élèves? Dans le MBlock, si vos élèves s'ouvrent des comptes, vous pouvez les suivre. C'est comme un réseau social. Tu as des followers et des following. Donc, si je viens sur mon profil, vous allez voir que moi, je suis un grand fan de Christine Lepin. Donc, si je viens dans mes following, vous allez voir que je suis Christine. Et si je viens voir ici Christine, tous les projets que Christine a publiés, je peux aller les voir et je peux même aller voir comment est-ce qu'elle les a programmés. Donc, vous, en tant que prof,
Vous pourriez demander à vos élèves de partager le projet et un peu comme sur un réseau social, sur Facebook, Instagram et tout ça, vous pouvez suivre vos élèves et aller voir les créations qu'ils font. Et ce qui est merveilleux, c'est du partage. Donc, par exemple, si Christine a fait une super belle activité sur les anneaux olympiques, ben, je peux aller m'en inspirer, aller voir comment est-ce qu'elle l'a fait. J'ai accès à ça parce qu'elle a publié son projet. Puis, étant donné que je la suis, je vois ça. Et là, ben, je pourrais aller voir dire, hey, wow, c'est vraiment intéressant ce que tu as fait, Christine. Je vois comment tu as fait ça. Hein, tu as fait un pinceau qui peinture les anneaux olympiques. Wow, je suis impressionné. Et vous avez un petit bouton ici qui s'appelle Remixer. Si je remix, ça veut dire que je m'approprie le fichier de Christine pour le modifier dans mon compte à moi. Donc, c'est la réponse à la question que vous venez de poser. Merci. Et puis, j'imagine, Dominique, que tu vas mettre le lien aussi pour le formulaire de rétro pour que les gens puissent le compléter aujourd'hui. Oui, il est déjà là. Bon. Donc, sur le SurveyMonkey, vous avez un lien vers le SurveyMonkey. Donc, si vous pouvez tout simplement aller remplir ce formulaire de rétro-là, ça serait grandement apprécié. Merci, Dominique. Merci tout le monde. Et ça m'a fait plaisir. Au revoir. Non, pas besoin d'acheter une licence pour MBlock. C'est 100% gratuit.